Salam alaikum wa rahmatullah, bonjour à tous et à toutes. Je vais parler, comme promis, de l'hebdomadaire Charlie Hebdo. Charlie Hebdo qui de temps en temps, je dirais même souvent et très fréquemment ces dernières années, il nous sort une de ces unes, c'est-à-dire à la première page de son numéro qui sort le mercredi, une une qui, pour certains, c'est de la liberté d'expression, pour d'autres, c'est de la dérision, pour d'autres, c'est de l'humour, et pour d'autres, comme je le soutiens, c'est de l'islamophobie caractérisée. Quand je dis caractérisée, c'est-à-dire qu'on peut la tourner dans tous les sens, objectivement, froidement, sereinement. Euh, on ne peut que dire qu'il y a de l'islamophobie dans le message qui est qui passe à travers cette une, et j'en ai quelques-unes de ces unes, que, si je puis dire, ici avec moi. J'en ai à peu près une centaine que je collectionne depuis 2006. Ma première numéro de Charlie Hebdo que j'ai acheté, c'est celui-là. Il date de 2006. Alors, il a l'estampille du salon salon du livre de Marseille. Et je vais vous faire une confidence. Je me le suis procuré, je l'ai acheté de la main de Charb. Charb lui-même, qui tenait ce jour-là le stand de Charlie Hebdo au Salon du Livre de Versailles, avec qui j'ai discuté, qui m'a vendu ce numéro de la même année, à savoir l'année de la parution de ce numéro. Je connais Charlie Hebdo très très bien parce que depuis ce numéro-là que je viens de vous montrer, de 2006, je l'achète fréquemment. Ici, j'en ai quoi? Une dizaine de numéros. À ma gauche, j'en ai à peu près une trentaine, quarantaine de numéros. En face, j'ai une dizaine. Et ici, j'ai un autre paquet. Allez, je vais le soulever et vous le montrer. Voilà, un paquet. Regardez combien de numéros. C'est toutes des unes qui ont un lien plus ou moins avec l'islam, avec les musulmans. Je ne l'achète pas tout le temps, hein, sinon j'aurais, je dirais, de quoi remplir 4-5 cartons à bananes. Mais là, j'ai pratiquement les trois quarts d'un carton à bananes plein de unes qui ont pour moi une valeur inestimable, c'est-à-dire une valeur informationnelle, une valeur pédagogique inestimable, puisque en les collectionnant, en les passant en revue les uns après les autres, on voit bien la ligne éditoriale de Charlie Hebdo qui est, comment dirais-je, plausible, qui est parlante, qui est criarde d'une islamophobie qu'on retrouve, je dirais, il n'y a qu'un aveugle qui ne peut pas voir cela. Je vais vous montrer celle-là, bien entendu, vous la connaissez. Tout ça pour ça. C'est le numéro du 2 septembre 2020. C'était, je crois, qu'est-ce qui s'est passé le 2 septembre 2020? C'était au début des procès, du premier procès des attentats du 7, 8, 9 2015, d'ailleurs, qui vont être encore refaits en appel la semaine prochaine. Celui-ci, c'est le fameux numéro qui a été vendu à 7 millions d'exemplaires, 7 millions d'exemplaires, ce qui a rendu Charlie Hebdo le journal le plus riche de toute la presse française, de tous les bords et de tous les magazines. Il n'y a pas un journal, il n'y a pas un magazine qui est aussi riche que Charlie Hebdo ces dernières années. Il a engrangé au moins 21 millions d'euros. Je dis bien 21 millions d'euros, rien qu'avec ce numéro, sans compter les abonnements, sans compter les donations, etc., etc. Je parlerai de certains numéros, je ferai les commentaires de certains numéros. Le numéro qui me pousse à parler de cela, c'est le numéro d'aujourd'hui que je vais vous montrer. Regardez, c'est le numéro d'aujourd'hui. Le numéro d'aujourd'hui,
Charlie Hebdo du 7 septembre 2022. Nice, plus jamais ça. Donc, bien entendu, quand on lit, on suit les couleurs, on suit ce qui est écrit en grand caractère, et puis on descend vers ce qui est écrit en petit caractère. Donc, sur cette une, ce qu'on peut lire ou ce qui attire l'œil, disons, en premier, c'est Coran ou conduire, il faut choisir. D'ailleurs, il y a même la rime pour nous faire mémoriser. Comme si, donc, il y a le Coran qui rentre dans la conduite et on ne peut pas conduire et avoir le Coran dans son cœur, dans son esprit, dans sa mémoire, je ne sais pas. Bon, en fait, c'est clair, il rappelle pour l'assassinat, le massacre, comment dirais-je, le barbare attentat, le sauvage attentat fait par un sauvageant, un barbare, une bête immonde qui est Mohamed Lahouij, qui conduisait le 19 tonnes ce jour-là et qui fonçait sur la foule. Donc, associer cet assassinat, cet attentat barbare, cet attentat terroriste sauvage avec le Coran ou avec l'islam, c'est pas que de l'amalgame, c'est pas que de l'amalgame, ça c'est de l'incitation à la haine. Et haïssez, il veut dire ces musulmans qui sont attachés à un livre, qui sont attachés à un Coran, qui inspire un tel massacre, qui inspire un tel crime aussi odieux, ignominieux, barbare et sauvage. C'est ce qu'il dit. Attention, ce n'est pas mon interprétation, c'est ce que vous pouvez lire dans l'édito. Parce que, si vous voulez, beaucoup parlent des caricatures, encore qu'ils ne font même pas de différence entre un dessin de presse et une caricature. Charlie Hebdo, ils font de la caricature, mais ils font aussi du dessin de presse. Hein, quand on met à la une un dessin, ce dessin-là, il est fait dans le sens d'un journal qui fait de la presse, qui fait de la communication, qui est un média, qui transmet, qui diffuse une information, au grand public. En l'occurrence, le dessin, pour bien le comprendre, on le contextualise dans le temps. Là, aujourd'hui, le 7 septembre, il y a le début des procès du massacre du 14 juillet 2016 qui vient de débuter à Paris il y a 3 jours. Donc, ça va se dérouler sur 3 mois. Donc, Charlie Hebdo, d'emblée, là, il va mettre dans notre tête un peu une grille de lecture de cet attentat en nous disant, attention, l'islam n'est pas loin, le Coran n'est pas loin, et vous allez voir que c'est beaucoup plus explicite que cela. Donc il y a, je disais, le contexte historique, le temporel, il y a le contexte géographique, c'est un journal qui est destiné aux Français, les Français, ça parle à la télévision, ça parle à la radio, ça parle dans les journaux qu'il y a le début du procès de l'attentat de Nice du 14 juillet 2016. Donc on associe très vite l'assassin qui est mort le maudit assassin et criminel Mohamed Lahouij, qui est-il, c'est quoi sa conduite, quelles sont ses idées, etc., etc. Donc il est mort, mais ils ont reconstitué qui était-il à travers les témoignages de son entourage, de son ex-compagne et de ceux qui le connaissent, etc. Et qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort que ce bonhomme n'est pas attaché à la religion musulmane, n'est pas observant de la religion musulmane, n'est pas pratiquant, voire même il est très éloigné. Donc Charlie Hebdo, pourquoi associe-t-il ce crime au Coran?
il nous le dit, comme je disais explicitement dans son édito. L'édito, il est là. Si le dessin, on peut aller nous reprocher de le lire au premier degré alors qu'on doit le lire au second ou au troisième degré, voilà, nous, on est obtus, allez, on est des esprits obtus, on est des esprits fermés, on ne sait pas lire les caricatures. Au deuxième et troisième degré, on le prend au premier degré, on voit le Coran, allez, on commence à s'insurger, Coran, etc., etc., alors qu'on doit juste comprendre que c'est une caricature, on force le trait, etc., même si le chauffeur, il est là, il s'endort, le Coran, il est encore une deuxième fois ici, juste en face du chauffeur, et il y a la main de Fatma ici, qui était un symbole, comme on le sait, associé à l'islam. Bon, donc toutes ces associations-là, on n'est pas ouvert d'esprit si on les lit, on les prend à la première, je dirais au premier degré, et on doit avoir un peu un sens de l'humour, un sens de la dérision, un peu, mais et l'édito alors, on doit le prendre aussi au troisième ou quatrième degré, c'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. Que nous dit RIS? Le RIS nous dit que ces procès-là, l'attentat de Bataclan, l'attentat de Charlie du 9-10, 9-8-10, 7-8-9 et janvier 2015, cette fois-ci, le procès de l'attentat de Nice, tout ça, ça ne sert à rien. Voilà ce que dit RIS, ça ne sert à rien. Regardez ce qu'il dit. Ce qui est frustrant dans ces procès, CES, ces procès-là, c'est qu'on ne va jamais au fond des choses. On ne va jamais au fond des choses pour comprendre la motivation des assassins en raison de la dimension spirituelle de leur mobile. En raison de la dimension spirituelle de leur mobile. Donc déjà là, il met un lien entre les mobiles de ces attentats et la spiritualité. Je ne vois pas quelle spiritualité pourrait inspirer ou pousser à de tels crimes. Mais bon, allez, il va être encore plus explicite par la suite. Ensuite, il va dire qui met tout le monde mal à l'aise. C'est-à-dire, on n'en parle pas, qu'est-ce que ça met mal à l'aise, surtout les croyants. Car on ne sait comment dissocier l'acte criminel de l'acte de foi. On ne sait pas, voilà, c'est comme si c'est mystérieux de dissocier l'acte criminel de l'acte religieux. Ils sont liés pour lui, donc ils sont liés. Si on veut pas chercher le lien, si on veut pas regarder le lien, c'est qu'il y a un problème pour RIS. Voilà ce qu'il nous dit. Il semble impossible de dénouer les liens inextricables entre mysticisme et terrorisme. Voilà. Alors que pour lui, c'est pas impossible. Il sait le faire, il le fait toujours d'ailleurs. D'accord, il semble impossible de dénouer les liens inextricables entre mysticisme et terrorisme, alors on préfère, dans ces procès d'attentats, passer son temps à parler de fourniture d'armes, de complicité logistique, plutôt que de religion. Voilà, vous voyez un peu la clarté du discours, la clarté plutôt du message, le message, il est clair ici. Donc on préfère regarder qui est complice de Mohamed Lahouij dans le barbare chauffeur du camion, qui était son complice, qui lui a prêté de l'argent ou donné de l'argent pour louer le camion, qui ceci, qui cela, au lieu de chercher la religion. Donc, passer son temps à parler de fourniture d'armes, de complicité logistique plutôt que de religion, qui est pourtant, et c'est là vraiment la phrase, elle est plausible, elle saute aux yeux, elle est d'une clarté, qui est pourtant l'élément déclencheur de l'acte criminel. La religion est l'élément déclencheur de l'acte criminel, nous dit RIS.
dans cet article. Après, tout de suite, la ligne suivante, que dit réellement le Coran? Peu de gens l'ont lu et connaissent sa genèse, etc., etc. Ensuite, il va faire un petit peu d'islamologie, des interrogations plutôt, comment dirais-je, somme toute normales qu'on peut se poser, etc. Mais pour lui, il revient à la fin. Il faut lire les biographies du prophète Mohammed pour faire le tri entre ce qui est à peu près certain, ce qui est probable, tout ce qui a été inventé après sa mort. Bon, Rhys maintenant nous donne des leçons, comment lire la biographie du prophète Mohammed. Je me souviens avoir posé la question en 2006 à Charb dans son stand au salon du livre, donc ça doit être mars 2007. Je lui posais la question, est-ce que vous avez lu une biographie du prophète? Il m'a dit, oui, je suis en train de lire la biographie de Maxime Rodinson. Je lui ai dit, c'est déjà bien. Bon, il a choisi quelqu'un de gauche, communiste, mais bon, au moins, il était en train de lire une biographie du prophète, celle de Maxime Rodinson. Mais Rhys, est-ce qu'il a lu honnêtement? J'aimerais bien que ceux qui le connaissent lui posent la question. Et vous, monsieur Rhys, est-ce que vous avez lu la biographie du prophète pour vous aviser, maître et, comment dirais-je, professeur qui nous dit comment lire la biographie du prophète. Mais en fait, tout ce paragraphe-là n'est que diversion pour revenir à l'essentiel de son message, à l'essentiel de son édito qu'on retrouve à la fin. La déconstruction des religions et leurs légendes et leur approximation au pluriel et leurs interprétations orientées est plus que jamais indispensable. Et ce, quels que soient les verdicts de tous les procès d'attentats islamistes. Il revient à l'attentat islamiste. Donc, il parle de relecture, déconstruction, de l'interprétation du Coran, de la biographie du prophète, mais il revient et il dit, et ce quels que soient les verdicts de tous les procès d'attentats islamistes. Il ne dissocie pas entre eux. Il ne dit pas qu'il y a comment dirais-je, un travail légitime que les musulmans eux-mêmes doivent mener et les non-musulmans aussi sont autorisés à le faire, critiquer les sources islamiques, porter leur regard en partant des sciences sociales, des outils d'analyse des sciences sociales, l'anthropologie, l'ethnologie, l'archéologie, les approches historico-critiques, la sociologie, etc., etc. Ça, c'est normal, c'est légitime, qui peut aboutir même à une critique, à une remise en cause et des fondements au bien fondés de cette religion, de ses enseignements, etc. Tout ça, c'est, comment dirais-je, normal. Mais d'autre part, quand il y a un procès d'un Lahouij ou d'un Abdeslam, je ne sais comment, le Belge, ou de l'assassin de Samuel Paty, il ne faut pas faire d'amalgame avec la religion. Ce n'est pas l'islam. Et parce qu'il le dit, je l'ai sauté ce paragraphe, mais pas exprès, parce qu'il le dit en fait. Qu'est-ce qu'il nous dit, Rhys? Il nous dit qu'un musulman, il ne doit pas avoir peur d'être taxé d'apostat ou d'apostasie, d'être un apostat, c'est-à-dire, c'est dans ce paragraphe-là, juste en dessous du gras, donc juste là, il dit, les musulmans sont dans un cul-de-sac. Et on ne voit pas comment ils pourraient en sortir, sans prendre le risque de désavouer leur texte sacré et de se retrouver accusés d'apostasie. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, vous êtes dans une impasse, nous dit Rhys. Vous devez récuser votre Coran, vous devez désavouer votre livre sacré, même s'il faut prendre le risque d'être taxé d'apostasie, mais sinon, vous êtes acculé, mais ça ne va pas.
Ça va pas la tête un peu? Un livre, le Coran, qui a donné une des plus brillantes, je dis bien une des plus brillantes civilisations de ces 2000 dernières années, de ces 2 millénaires, vous l'associez à un acte aussi infâme, aussi odieux, aussi ignoble, aussi sauvage, aussi barbare que le massacre, l'attentat la promenade des Anglais de Nice du 14 juillet 2016, mais ça va pas la tête de faire cette association, cet amalgame. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi et les millions, centaines de millions, nous sommes 1,4 milliard de musulmans à travers le monde, nous sommes susceptibles, sinon nous avons un lien que nous nions ou nous l'acceptons avec cet acte-là, avec cet immonde et ce barbare et sauvage acte, mais ça va pas la tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un, dès qu'il devient musulman, tout ce qu'il fait, c'est islamique. D'accord? Tout ce qu'il fait, c'est islamique. Non, un musulman, il est plombier, un musulman, il est chauffeur de taxi, chauffeur de bus, il est pilote, il est ingénieur, il est médecin, il est enseignant, il est chômeur, il est un brillant étudiant, il est en décrochage scolaire, il y a des millions et des millions de situations différentes. Il n'y a pas un ADN dans le corps du musulman qui fait de lui qu'il est ceci ou cela. La religion, c'est un choix. La manière de la comprendre, elle est plus ou moins partagée dans une très très large partie. Après, il y a des petits bricolages personnels, individuels. Il y a des personnes qui enfreignent, qui transgressent, d'autres qui transgressent moins. Il y a des musulmans qui pratiquent de façon assidue, d'autres qui pratiquent de façon moins assidue. Mais c'est quoi cette, comment dirais-je, cette manière de voir une essence commune à tous les musulmans, un ADN commun à tous les musulmans qui fait que dès qu'il y a un attentat, si c'est un musulman qui l'a fait, donc tous les musulmans sont associés à cet attentat. Ça, c'est un racisme. Hein, c'est un racisme, c'est un racialisme, comme s'il y a une race de personnes qui sont des mahométans, des musulmans, qui réfléchissent tous pareil, qui ont tous un même ADN, qui les fait qu'ils réfléchissent, comment dirais-je, qu'ils agissent de la même manière. C'est faux. Donc de là, le problème, je reviens à Charlie Hebdo, je vais encore prendre quelques petites minutes. Voici une autre une de Charlie Hebdo. Celle-ci, elle date de 2017, plus exactement 23 août 2017. Là aussi, islam, religion de paix éternelle. Vous savez, vous ne pouvez pas deviner à quoi correspond dans l'esprit de Charlie Hebdo leur islamophobie. Elle est où l'islamophobie ici? L'islamophobie ici est dans le fait que en août 2017, il se trouve que 2 semaines avant, j'étais à Barcelone en famille, en vacances. Nous étions toute ma famille et moi dans la même rue où il y a eu cet attentat, des jeunes paumés, des jeunes totalement désaxés, totalement perdus, ont comploté, ils ont pris un fourgon et avec ce fourgon, ils ont foncé dans une rue très fréquentée, une rue piétonnière, je pense qu'il s'appelle la Marbella, à Barcelone, et ils ont foncé sur la foule, ils en ont tué plusieurs personnes qui étaient sur cette allée-là. Bon, à ma connaissance, encore une fois, il n'y a que 2 journaux qui ont associé ça à l'islam. Que ceux qui l'ont commis l'acte soient des musulmans, il n'y a aucun doute. C'est-à-dire, quand je dis des musulmans de confession, c'est-à-dire que ce pas des musulmans pratiquants, parce qu'un musulman pratiquant ne ferait jamais un tel acte, je dirais, ne ferait jamais
aussi horrible acte. Pourquoi? Parce que c'est possible quand dans la rue, c'est pour ça que j'ai cité que j'étais 2 semaines avant, c'est possible que dans la rue, il y ait des imams dans cette rue-là au moment où ce fourgon va foncer. Donc c'est un terrorisme aveugle, c'est un terrorisme annihiliste, anarchiste, qui tue pour tuer, sans discernement, sans cause réelle. Et donc associer cela à l'islam me paraît comment dirais-je, de l'islamophobie. Voilà, islamophobie. Hein, on associe tout à l'islam, des actes commis par des fous, par des malades, on les associe à l'islam. Et j'en ai encore, mais alors d'autres et d'autres numéros de ce genre. Il y a un qui est tombé, je m'excuse, je vais les chercher. Allez, ce numéro-là, et j'en arrête ici parce que je vous en ai montré. Oui, je vous ai dit tout à l'heure pour l'attentat de Marbella, il n'y a que Charlie Hebdo. Et la transition, elle est très bien. Parfois, laisser les choses se faire avec le temps et ça vient. Donc, la transition que je vais faire entre cette une et la suivante, vous allez voir, elle est édifiante. Elle est édifiante. Donc, il n'y a que Charlie Hebdo qui a associé l'attentat de Marbella à l'islam. Islam, religion de paix. Et qui encore? Il y a un autre journal. Moi, j'achète les journaux. Hein. Je regarde, je garde. Voilà un autre journal. Retour du terrorisme islamique. Pas islamiste, islamique. Et ceux qui connaissent le français savent faire la différence entre quand on dit islamique et islamiste. Islamique, c'est-à-dire c'est un adjectif qualificatif. C'est-à-dire que d'idéologie islamiste. Mais là, non, d'inspiration islamique, elle vient de l'islam. Voilà, donc c'est le même attentat dont il est question ici. La Rambla, pardon, j'ai dit la Marbella. Marbella, en fait, c'est le nom d'une place, c'est la Ramblas. Hein, ce qu'on appelle la Ramblas de Barcelone. Voilà, présent, journal d'extrême droite. Là, il y a une collusion entre Charlie Hebdo et l'extrême droite. Ça date de quand? Ça date de août 2017. Voilà une autre collusion entre Charlie Hebdo et l'extrême droite. Extrême droite fasciste, extrême droite islamophobe. Cette une, vous avez l'avantage de trouver sur les réseaux sociaux, sur le net, une vidéo de arrêt sur image de Daniel Schneiderman. Daniel Schneiderman a fait comment dirais-je, elle a fait une vidéo avec Riss sur cette une. Vidéo, elle dure, je crois, une quinzaine de minutes, où Daniel Schneiderman, le journaliste que j'estime intègre, honnête et objectif, il pose la question à Riss. Il lui montre cette une, il lui dit, est-ce qu'il n'y a pas une connotation islamophobe ici? Expliquez-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cette une signifie? Esclaves sexuels de Boko Haram en colère, touchez pas à nos allocs. Et on nous montre des femmes avec des voiles, elles sont toutes enceintes, et voilà. En fait, vous n'allez jamais deviner si vous ne connaissez pas ce qui s'est passé à cette époque-là. On est en 2014, 22 octobre 2014. Que s'est-il passé à cette époque-là, octobre 2014? Dans les réseaux sociaux, c'était le moment où la droite fasciste commençait à investir en masse les réseaux sociaux avec de la propagande anti-immigration, anti-musulman, anti-islam, etc. Et ça donne le résultat d'aujourd'hui, quoi. Que la sphère des réseaux sociaux, du net, elle est presque saturée par les idées de l'extrême droite. Ça a commencé à cette époque-là. Et donc, il y avait des images d'une queue devant le centre des allocations familiales, devant la CAF, où on ne voyait que des femmes en voile.
des femmes voilées devant une vitrine où il y avait une devanture sur laquelle était marqué Caisse des allocations familiales. En fait, c'était un montage Photoshop d'un événement qui s'est déroulé ailleurs, en Angleterre, je pense. On a changé la devanture, on a mis Caisse des allocations familiales et on a dit, regardez, c'est toutes des femmes voilées, elles sont toutes devant une caisse des allocations familiales, bien entendu, pour toucher les aides sociales. Et voilà. Donc, et ça s'est propagé. Il a fallu qu'il y ait pas mal de journaux, 20 minutes, Libération, et beaucoup de journaux fassent ce qu'on appelle les corrections des fake news. Les fake news, ça a commencé à se développer à ce moment-là. Et donc, c'était une fake news des fachos de droite, des islamophobes, et qui a été reprise par Charlie Hebdo. Moi, je le connais bien, cet épisode, parce que j'ai publié un article qui a été publié, on peut toujours le trouver dans le site internet, sur le site internet de Oumma.com. Donc là, je reviens à la vidéo de Daniel Schneiderman. Quand il pose la question à Rhys, il lui dit, alors Rhys, comment expliquez-vous cette une-là, comment vous l'interprétez? Il commence à dire, Rhys, elle me fait marrer cette une. Elle me fait marrer. Il n'a pas expliqué. Il n'a pas donné d'explication. Il n'a pas donné d'explication. Et pourtant, c'est lui qui l'avait dessiné. C'est lui qui l'avait dessiné. Mais en fait, moi, je sais pourquoi. Si je peux, j'ai mon idée en tout cas. Une idée qui n'est pas comme ça venue. C'est l'ambiance dans laquelle ils nous ont raconté ça, des documentaires sur Charlie Hebdo, comment ils font les unes là, allez, cigarettes, alcool, café, etc. Ça tourne, ça rigole, etc. Allez, on fait une et après on sort une. Je ne dis pas qu'il était en état, comment dirais-je, il n'était pas lucide au moment où il l'a dessiné, mais bon, il y a une ambiance qui fait que on tient un peu compte de la sensibilité des musulmans, on tient un peu compte de l'opinion du musulman, on s'en fiche pour ne pas dire autre chose. L'islamophobie de Charlie Hebdo, je peux la montrer aussi à travers ce numéro, touche pas les intouchables 1, les intouchables 2, ce numéro un peu... Alors là, ce numéro, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ce numéro, il est unique dans l'histoire de la presse. Vous voyez là, journal responsable. Ce journal-là, il n'y a rien. C'est vide. À part cet édito, les excuses de Charlie Hebdo, suite à l'article, voilà. Et le reste, c'est comme ça. Tout le journal, il n'y a pas d'article. Vous allez me dire, mais c'est quoi ça? Pas d'article. Un journal vide. Ni caricature, ni dessin, ni texte, ni rien. Soi-disant, Charlie Hebdo, il nous fait le super intelligent. Voilà, il nous dit, mais c'est le gamin. Super intelligent, mais gamin. C'est la réaction des gamins. Voilà une réaction des gamins que sont, mais des gamins qui rigolaient. Mais à un moment, quand ça commence à susciter tant de drames, à susciter, à provoquer tant de malheurs, je pense que c'est plus, on n'est plus des gamins, on peut plus qualifier ça de rigolade de gamins ou d'humour un peu potache, etc. On est dans je dirais, armes de destruction massive. Ça détruit les esprits, ça détruit les relations, ça détruit la paix, le peu de paisibilité, le peu de confiance, le peu de, comment dirais-je, de sérénité qu'il y a dans les relations. Et oui, effectivement. Donc, le même jour, c'était le 26 septembre 2012. Le 26 septembre 2012.
vous avez deux numéros qui apparaissent. Un numéro où il n'y a aucun article, rien, journal responsable. Et un article dans lequel on justifie l'invention de l'humour, de l'huile sur le feu. Allez, vous prenez notre humour pour de l'huile sur le feu. Voilà, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la semaine d'avant, le 19 septembre, Charlie Hebdo a publié cette une. Les Intouchables 2, le film que vous connaissez, Omar Sy, qui a fait le tour du monde, un grand succès cinématographique. Donc ils vont, voilà, c'est qui, faut pas se moquer, soi-disant, c'est le prophète, l'homme qui est là, et c'est un juif avec sa tenue, etc., qui est en train de le pousser. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que tout le monde leur est tombé dessus. Tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est-à-dire toute l'opinion nationale. Michel Onfray, il peut bien l'ouvrir aujourd'hui, mais à l'époque, il a dit que c'était des cons. Charlie Hebdo, beaucoup de gens qui ne sont pas connus pour leur sympathie pour l'islam ni les musulmans avaient blâmé, avaient dit du mal de Charlie Hebdo, que Charlie Hebdo faisait de la provocation, jeter de l'huile sur le feu. Et donc, une semaine après, ils en ont pris plein la figure, comme on dit, et la semaine prochaine, au lieu de faire amende honorable et de reconnaître tout simplement qu'ils sont allés loin dans un contexte international enflammé, anxieux, perturbé, ça ne sert à rien de rajouter ici en France en publiant une comme celle-là. Au lieu de faire amende honorable et de dire que oui, nous reconnaissons que nous avons été un peu trop loin, non, au contraire, ils vont dire que vous voulez quoi? Vous voulez un journal sans rien, donc un journal responsable, c'est-à-dire un journal vide dans lequel il n'y a rien, zéro texte, zéro dessin. Non, c'est pas ce que nous voulons. C'est pas ce que nous voulons. Ce que veut l'opinion française, ce que veulent les gens raisonnables, tout simplement d'arrêter sous prétexte de la liberté d'expression, de l'humour, de la dérision, de distiller, de propager l'islamophobie en faisant des amalgames entre des attentats ignobles, immondes, barbares, sauvages et une religion, une spiritualité, un livre sacré et une communauté religieuse, tout simplement. Je vous remercie, je vous prie de partager cette vidéo, que certains le voient. Et encore une fois, juste avant de terminer, puisqu'on en parle, en 2006, j'avais écrit ce livre, Le vrai visage du prophète Mohammed, au-delà des caricatures, le vrai visage du prophète Mohammed, livre pour le débat, livre pour l'ouverture et le dialogue. C'était suite aux caricatures publiées par Charlie Hebdo. J'ai voulu transformer la colère que j'avais en moi contre cet acte, cette parution, cette publication islamophobe, et j'ai transformé ma colère en énergie positive, et j'ai écrit ce livre de 175 pages qui a été publié en 350 000 exemplaires. Oui, je dis bien 350 000 exemplaires, qui a été distribué partout. Sarkozy l'a eu dans les mains, Bayrou l'a eu dans les mains, qui d'autre, Morin l'a eu dans les mains, des préfets, des commissaires de police, des cardinaux, des prêtres, des rabbins, des maires de communes, des sous-préfets, des citoyens ordinaires à qui nous l'avons distribué pour
expliquer, pour établir un dialogue, une compréhension, au lieu de... Et après, on vient accuser les musulmans de séparatisme. C'est vous qui poussez les musulmans à se séparer d'une communauté nationale qui ne cherche ni à les comprendre, ni à établir des liens, ni à leur exprimer le moindre respect. Mais comment je ne peux pas comprendre comment un journal peut publier une comme celle de cette semaine de Charlie Hebdo, où il y a une association directe entre le Coran et l'attentat de Nice, et que ça n'émeuve personne, ça n'indigne personne, ça n'interpelle même pas. Mais nous, ça nous indigne, ça nous interpelle, et nous n'avons pas besoin, bien que nous aurions aimé l'entendre, la voir chez vous, votre indignation. Mais encore une fois, nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas dupes de ce climat d'islamophobie qui règne dans des pans entiers. Heureusement que le quotidien, les voisins, les collègues de travail, les gens ordinaires que les musulmans et musulmanes de France côtoient au quotidien sont loin d'être islamophobes, comme c'est le cas dans nombre de médias, dans nombre de journaux et dans nombre de cercles politiques, fort hélas. Mais le combat continue, le combat avec l'écrit, le combat avec des textes, et c'est ce qu'il faut faire. Voilà. 2015, l'édition de 2015, le vrai visage de Mohammed, prophète de la miséricorde, le 3 janvier 2015, à l'instar de leurs coreligionnaires, on parle le 14 janvier, soit 7 jours après le visage, du Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est porté dans Charlie Hebdo, qui se vend à 7 millions d'exemplaires. Jeudi, l'ignorance mène à la peur mène à... comme le dit Averroès, la peur mène à la haine conduit à la violence, voilà l'équation. Il faut dire donc il faut ce cercle vicieux de l'ignorance qui mène à la peur, de la peur qui mène à la haine, et de la haine qui mène à la violence. Il faudrait casser ce cercle vicieux par un cercle vertueux, la connaissance, le respect, la connaissance qui mène au respect, le respect qui mène à la bienveillance, à la cohésion, et la cohésion qui instaure la sérénité. Et nous avons besoin de sérénité en France, et cette sérénité, je ne pense pas que les escrocs de la liberté d'expression qui se cachent derrière la liberté d'expression pour propager l'islamophobie en sont bien d'accord ou bien font quoi que ce soit pour faciliter l'avènement de cette sérénité, de cette entente, de ce bien vivre ensemble. Bien au contraire, ils ne ratent aucune occasion pour diaboliser, déshumaniser les musulmans et diaboliser leur religion, leurs livres sacrés et leurs valeurs religieuses. Et tout ça, ça n'augure de rien de bon dans l'avenir. Et c'est pour ça que nous tirons la sonnette d'alarme. Attention, 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 cette islamophobie-là, elle a déjà tué, elle a déjà tenté de tuer, même ici en France, et ça risque de mener à de graves conséquences si on laisse faire, si on se tait, et si on ne bouge pas pour faire un arrêt à cette islamophobie. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute et je vous prie de la partager. Merci et au revoir.